Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace OBNL. À Espace OBNL, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble, on inspire et on informe les gestionnaires d'OBNL à travers les secteurs, à travers la province. Aujourd'hui, un petit thème qui nous concerne tous, surtout en pleine période où on est en plein changement numérique, ébullition numérique. On ne s'est jamais servi autant de nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes. La technologie n'a jamais été autant au centre de nos vies comme individus, mais aussi au centre de nos vies à travers les organisations dans lesquelles on s'implique, dans lesquelles on travaille. Aujourd'hui, on va parler de comment faire des choix de logiciels et d'outils numériques, puis on va s'attarder un petit peu sur les grands principes, pas nécessairement sur le détail en tant que tel. J'ai la chance d'avoir Rachel Bachmann de Akiri. Bonjour Rachel. Bonjour. Écoute Rachel, je te laisserai 1 ou 2 minutes pour te présenter avant qu'on commence à tomber dans le contenu plus précisément. OK, ben Rachel Bachmann, enchantée. Je suis la présidente fondatrice d'une petite compagnie montréalaise, les consultants Akiri. Et nous, en fait, on accompagne les organisations dans leur transformation numérique. On va parler un petit peu plus en détail c'est quoi. Mais en fait, on est là pour écouter les clients, savoir c'est quoi vos besoins, puis aller chercher la technologie que vous avez besoin pour accomplir votre mission. Donc, au quotidien, vous faites du choix de technologie pour vos clients ou vous les accompagnez à choisir des technologies. C'est un petit peu ce que je veux qu'on parle aujourd'hui, puis qu'on regarde. Tu sais, un choix de technologie, là, ça commence souvent là, sur quelqu'un qui met un post sur Facebook ou sur LinkedIn là, qui dit « Connaissez-vous un logiciel qui peut faire ça? » ou Connaissez-vous une solution qui me permet de gérer mes horaires? » là? Puis souvent, là, j'aimerais ça que ça soit gratuit. T'en penses quoi de ce type de post-là? Là? Puis est-ce que ça va aider la personne à trouver ou pas? Bien, définitivement. Ce que utilisent nos pairs, c'est une des sources d'information, puis c'est quand même assez utile, surtout si on peut aller chercher l'information des organismes qui sont comme nous, apprendre de ce qu'ils ont appris. Par contre, il ne faut pas que ça soit votre seule source d'information. Il y a aussi des bases des organismes comme Gartner et Forrester, qui sont des regroupements non biaisés qui publient des rapports sur des logiciels. Ça, c'est une autre source. Puis évidemment, ben, vous pouvez aller voir des consultants ou les fournisseurs de logiciels eux-mêmes pour avoir de l'information aussi. Mais il ne faut pas négliger qu'aller voir ce que ces pairs font, c'est une très bonne source d'information. Je pense que je peux même rajouter aussi, dans le milieu des OBNL, il y a un organisme pan-canadien qui est un non-profit qui s'appelle TechSoup aussi, qui est spécialisé dans la distribution de solutions pour les OBNL avec des tarifications assez particulières. Là. Je pense que c'est une autre source aussi qu'on se doit de rajouter, puis on va mettre le lien en référence. Là, je pense que c'est intéressant. Mais on va faire un petit lexique. Là. Explique-moi un petit peu là, comment ça fonctionne. Parce que là, j'ai entendu parler, très traditionnellement, on achetait des licences. On entreposait ça sur nos serveurs. Puis là, ça a l'air que tu n'as plus besoin de faire ça. Puis là, c'est tout dans le nuage. Mais là, il y en a qui ont peur du nuage. Puis on peut-tu démystifier un petit peu, là, c'est quoi les grandes catégories de produits qu'on trouve, puis les avantages et les inconvénients? Ben, on va essayer. C'est sûr que c'est une question complexe. Ah, ben déjà, le dire comme ça, je pense que tu viens de justifier le fait que des fois, il faut poser des questions à des gens qui connaissent ça beaucoup. Oui, c'est sûr que ben, on peut parler de SaaS, qui est Software as a Service, qui est une des façons que les logiciels qui sont des logiciels infonuagiques. Donc, infonuagique, ça veut juste dire qu'on n'a pas le logiciel chez nous, on y accède via un furteur web et le logiciel est hébergé ailleurs. Donc, c'est ça l'infonuagique par définition. Software as a Service, c'est un type d'infonuagique qui est en fait, on va faire un abonnement, on va payer à chaque année, on va renouveler et on va accéder. Il y a 2 types de SaaS. En fait, il y a du multi-entité et de non-multi-entité. On peut penser à Gmail, Facebook, c'est des logiciels SaaS. On ne choisit pas quand Facebook fait une mise à jour, on l'accepte et on a Oui, avec ce qui vient avec. Ce n'est pas un logiciel à multi-entité parce que ma version de Facebook est la même que la tienne, Stéphane. Mais quand on est rendu multi-entité, on peut avoir accès à un logiciel que notre version est configurée pour nous. Donc, c'est le même logiciel que quelqu'un d'autre, mais ce que je vois, moi, à main donnée,
et ma version et ma configuration. Donc, je ne vais pas voir les mêmes écrans que quelqu'un d'autre, mais on accède le même logiciel. Après ça, puis pourquoi c'est complexe aussi pour les utilisateurs, c'est que c'est transparent. Tout le monde, tous ces logiciels-là, peu importe, on ne sait pas comment c'est fait en arrière parce qu'on accède par un furteur web. Et en fait, il y a aussi des solutions hébergées. Et ça, il faut juste faire attention parce qu'un fournisseur de logiciel peut vous héberger une version qui est en fait la même chose que si vous l'avez sur des serveurs chez vous, mais dans le cloud, dans l'info-nuage, mais qu'en fait, c'est juste une version comme s'il l'avait installé sur vos serveurs. Donc ça, c'est plus des solutions hébergées. C'est à la limite pas de la vraie info nuagique, mais pour l'utilisateur, ils ne savent pas faire la différence parce qu'on va accéder exactement de la même façon de notre PC. La seule chose à faire attention, c'est de poser la question à votre partenaire technologique, où sont hébergées mes données? Puis ça va vous donner une idée. S'ils sont hébergés chez votre fournisseur, c'est que c'est probablement une version on-prem, qu'on va dire, qui a été migrée vers le nuage. Et dans ce cas-là, il faut juste faire attention parce que vous allez être responsable des mises à jour comme si vous l'aviez chez vous, de la maintenance, de la sécurité et de la sécurité de vos données. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut vraiment poser les bonnes questions à votre partenaire pour être sûr que est-ce que c'est une vraie solution infonuagique ou c'est une solution hébergée que vous avez achetée. C'est important que si on se lance dans un chantier de choix de logiciel, c'est de se faire une genre de grille puis de comprendre, en fonction du type de logiciel qu'on va choisir, c'est quoi les éléments qui sont disponibles puis c'est quoi la façon de distribuer aussi. Parce qu'on veut éviter ce qu'on a connu il y a 10 ans où il fallait qu'à chaque fois qu'on mise à jour, à 2 ou 3 mois, il fallait faire venir un technicien informatique, puis c'était la grosse facturation, puis c'était la mise à jour des serveurs, puis ainsi de suite. Là. Tout ça, là, c'est en train de disparaître. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que je me trompe-tu où il y a de moins en moins de sur-mesure, puis on est plus à prendre des logiciels qui existent à 80-80 10 pour tout le monde, puis on fait faire un 5-10 de ce qui nous convient en modification sur mesure pour nous aussi. Ah oui, définitivement, le sur-mesure a descendu. Et ça, c'est parce que les logiciels sont de plus en plus configurables. J'ai parlé de ça dans l'info nuagique, dans le SaaS, parce que ma version peut être configurée pour moi. Donc, par exemple, on peut avoir le même logiciel, mais il est configuré pour mon industrie en particulier, qui n'est pas configuré de la même façon. Donc, le même logiciel peut faire affaire. Donc, on n'a plus besoin d'aller faire du développement personnalisé pour supporter mes besoins parce que les logiciels, ils ont grandi et ils sont allés chercher toutes ces fonctions-là plus en configuration. C'est totalement vrai, ça existe encore des petits besoins de custom, mais c'est sûr qu'on évite maintenant ça parce que en fait, c'est des coûts de maintenance surtout pour tout ce qui est personnalisé. Mais à partir de quel, tu sais, tantôt je caricaturais un petit peu parce que je parlais des posts Facebook, il faut toujours que ça soit gratuit, là. Mais à partir de quel moment ça vaut la peine de payer? Parce que très souvent, là, on se rend compte que tout le monde fait ce qu'on appelle le freeware, là, tu as une version gratuite. Pas tout le monde, mais dans le méchant paquet qui a une version gratuite. Là. Puis on dirait que dès qu'il y a une tarification, là, on a comme de la misère à faire un calcul. Est-ce que ça vaut la peine ou pas la peine? Puis on laisse tomber la solution, même si elle peut avoir plus de fonctions. J'aimerais ça que tu t'élabores un petit peu sur le prochain step. Ben, tout d'abord, moi, personnellement, j'adore les logiciels gratuits. Aussi, en tant que petite entreprise, j'en ai beaucoup que j'aime beaucoup. Mais c'est sûr que pour répondre à la question, en fait, moi, je dirais, applique la même logique que vous appliquez dans votre vie de tous les jours. Moi, je prends l'exemple de Spotify. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour ne pas avoir des annonces puis pouvoir faire un playlist. D'autres personnes que non. C'est quelle valeur qu'on associe à ça? Moi, j'ai pris cette décision-là de me mettre Spotify Premium parce que je mettais une valeur sur cette fonction-là. Est-ce que je l'ai quantifiée? Non. Mais je suis capable de dire, moi, je ne veux pas des annonces dans mon Spotify. Ça vaut quelque chose pour moi, j'investis. C'est la même chose dans l'entreprise. Regardez ce que ça vous apporte, la version payante, et faites cette décision-là. C'est quoi la valeur à la fin de la journée que ça ajoute à la fonction que vous avez laissé tomber? Puis, tu as totalement raison, Stéphane, il ne faut pas s'arrêter dès que c'est payant. Par contre, je dirais certains logiciels gratuits, il faut faire attention quand on les utilise au début. Il y en a qui sont très chers après.
mais ils sont très bons en version gratuite. Donc, on les utilise pendant 1 an et demi. Super bon logiciel. On se rend compte que leur stratégie, c'est qu'ils essaient des très bons logiciels avec une offre gratuite. Et dès qu'on se met à payer, ça nous coûte 300-500 $ par mois. C'est pas la même chose. T'sais? Donc, Et en même temps, se renseigner avant, être en connaissance de cause, c'est quand je vais vouloir faire le saut, c'est quoi le premier saut? Mais beaucoup de logiciels, il y a aussi comme des CRM comme Zoho, même Salesforce, on a des paliers quand même pour des petites entreprises qui sont très abordables. Donc, il y a plus des paliers. Mais il y en a d'autres que le premier palier est quand même assez haut. oui, puis dans certains cas aussi, quand on rentre par le freeware, par la porte gratuite, le deuxième niveau, c'est le niveau d'accès corporatif traditionnel. Il faut faire une demande séparée si on veut la tarification pour OBNL. Je pense à Salesforce, tu parlais tantôt. Il existe une tarification pour les non-profits parce que c'est comme ça qu'ils appellent aux États-Unis. Mais il faut que tu fasses la demande, il faut que tu t'inscrives dans un programme à part. Oui, mais la plupart des logiciels, effectivement, ils ont des prix pour les OpenN. Oui, c'est ça, mais c'est pas très bien publicisé, puis c'est pas toujours. Parce que très souvent, c'est un mécanisme automatique. Au bout de tu rentres ton numéro de carte de crédit, ton premier mois est gratuit, puis tu payes au deuxième. Mais le deuxième, c'est une tarification corporative. Fait que des fois, tu fasses pour les OBNL précisément, puis tu fasses la différence. Mais en même temps, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Quand on veut intégrer une nouvelle technologie, on veut faire un bon choix. On ne veut pas avoir à recommencer 6 mois plus tard. Puis comment on fait pour ne pas se tromper? Hey, moi, là, c'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse, là, mais c'est sûr que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut une bonne analyse au début. Une analyse des besoins, se faire accompagner. À la limite, par un professionnel, ça peut être quelqu'un qui vient pour quelques heures. Là. Ça peut besoin, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un consultant pour un gros mandat pour ça. Mais de bien identifier les besoins, ça empêche beaucoup de choses de mal aller plus tard. Puis ça, on l'a vu, je ne sais pas combien de fois, que on va trop vite vers la technologie, on ne s'arrête pas à se poser la question, qu'est-ce que la technologie veut faire et c'est quoi le besoin? Donc, avoir quelqu'un qui peut à la fois parler à votre organisation et à la fois traduire ça en besoin technologique qui va être compris par les gens à qui vous parlez, ça vaut quelque chose. Donc, moi, je suggère fortement d'aller chercher une analyse d'affaires à temps partiel pour faire ce besoin-là, d'identifier les besoins. Puis, plus souvent, ça va régler les problèmes plus tard. Parce que si on parle de savoir c'est quoi les vrais besoins, c'est rare qu'on se trompe plus tard. Oui, puis de toute façon, on s'entend que les solutions évoluent aussi. Hein. Je regarde Zoom il y a 1 an, je regarde les fonctionnalités de Zoom maintenant. C'est plus la même plateforme non plus. Puis même à la limite, as-tu des trucs pour être capable de conserver la vitesse de. Si on implante quelque chose, la solution va croître dans bien des cas. Surtout dans le SaaS, là, on voit, là, il y a beaucoup, à toi 6 mois, là, ils nous envoient, même des fois plus rapidement que ça dans certains cas, des nouvelles fonctions. Comment on fait pour se garder sur le dessus de la pile à connaître les fonctions des solutions qu'on choisit? Ben, c'est sûr que souvent, il y a des modes de communication, des blogs, des newsletters et tout ça, des infolettres. C'est sûr qu'il y a moyen, mais souvent, on a quand même un partenaire qui nous a aidés à arriver là aussi. Tu sais, ça peut être intéressant que le partenaire vous recontacte de temps en temps. Il y a plusieurs façons de rester à jour sur ce que les logiciels ont évolué. Est-ce que D'autres, ça arrive dans votre écran, donc vous allez le voir. Mais est-ce que tu recommandes l'implantation de ce qu'on appelle des super utilisateurs, donc une personne dans l'équipe qui est responsable de voir évoluer, mettons, ce qui se passe dans Zoom, une autre personne qui va voir ce qui évolue dans la billetterie. Puis, j'ai vu ça dans certaines organisations. Au lieu que tout le monde apprenne tous les logiciels, c'est que tu as des super utilisateurs, ce qu'on appelle les super users, qu'on utilise très souvent pour implanter des solutions, qu'on les garde actifs pour suivre le développement de la technologie par après. Oui, puis tu sais, à certaines places, ça se fait tout seul, ça, naturellement, qu'il y a quelqu'un qui prend tel logiciel un petit peu plus à cœur et tout ça. Mais oui, définitivement qu'on garde nos super utilisateurs impliqués. Souvent, on a besoin pour une question de sécurité aussi. Puis quand je parle de sécurité, je ne parle pas de sécurité pour les hackers et tout ça, mais la sécurité sert aussi pour protéger les gens de faire des erreurs. Juste quelqu'un qui, par exemple, une des bonnes pratiques en sécurité, c'est qu'on ne donne jamais accès à quelqu'un à quelque chose qu'ils n'ont pas besoin.
Et c'est pas parce qu'on leur fait pas confiance, c'est juste parce que si tu n'as pas besoin, je ne vais pas te donner accès parce que tu peux aller là par erreur, effacer des données ou des choses comme ça. Donc, souvent, on a déjà un super utilisateur en interne sur chacun de nos logiciels qui a plus de droits que d'autres mondes, que c'est eux qui peuvent modifier les données, des choses comme ça. Donc, en tout cas, généralement, ça se fait naturellement, mais sinon, oui, c'est une bonne pratique. Parce que tu dis ça, mais ça ouvre une parenthèse, puis je veux juste faire une précision pour les gens qui écoutent. Là, implanter des nouveaux logiciels, dans certains cas, ça va dire qu'il va falloir implanter des politiques pour l'utilisation de la technologie aussi. Donc, ajouter des modes de procédure, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Fait que dans certains cas, ça vient aussi avec une responsabilité, appelons-la administrative. Mais c'est pas juste un guide d'utilisateur. Des fois, il faut qu'il y ait, surtout en termes de gestion de données, il faut que les organismes, et surtout dans les OBNL, aient des politiques de ces gestions-là et que ça soit ramené au conseil d'administration. Je fais juste un aparté qui des fois, c'est comme on pense que choisir une technologie, c'est un choisi, on l'implante. D'ailleurs, on va parler d'implantation, mais en plus, il faut en plus arriver avec des processus administratifs, puis dans certains cas, même des choses qui doivent être adoptées en conseil d'administration. Ça rajoute de la complexité par rapport à d'autres types d'organisations. Définitivement. Puis c'est ça, tu sais, on intègre, on choisit. Choisir, c'est une chose, mais je veux qu'on parle d'intégration. Parce que c'est l'intégration d'une technologie, on le calcule mal en général dans le choix. Tu sais, on fait un choix de technologie souvent en fonction des fonctionnalités, mais comment on peut évaluer ce que ça va représenter comme défi d'implantation? Mais c'est sûr que là encore, je pense que je l'ai déjà dit, mais il faut un bon partenaire avec nous parce que l'intégration, ça ne se fait pas tout seul. Dans certains cas, oui, des cas super simples, ça se fait tout seul. Je donne l'exemple de. On s'entend que la clientèle à qui on s'adresse, là, ils vont l'essayer tout seul avant. Là. C'est clair. Non, mais ça existe. Par exemple, moi, mon logiciel de dépenses, il peut aller chercher mes factures de Vidéotron ou de Bell à chaque mois. Ça existe, ou il peut aller chercher mes factures de Uber. Donc, ça existe déjà. J'ai juste besoin de le connecter, me loguer, puis ça va se faire tout seul. Donc, ça, c'est une intégration, si on veut, qui est déjà construite dans mon logiciel avec un autre site. Donc, j'ai juste besoin de m'entrer mon mot de passe. Mais en général, les intégrations, ça prend un peu plus de travail. Donc, il faut un partenaire de confiance qui va nous expliquer ça. Puis, il ne faut pas négliger le coût non plus. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, même TechSoup, par exemple, c'est des licences, mais il y a le coût de licence, mais il y a le coût de configuration, il y a le coût d'intégration. C'est des coûts à ne pas négliger au début du projet que ça va coûter quelque chose. Donc, encore une fois, tu trouves un partenaire. Si on cherche les CRM, on va chercher donc, un CRM, c'est les logiciels de base de données clients. On va aller chercher un partenaire qui représente le logiciel qu'on va avoir. Des fois, on va les mettre en concurrence au début, faire des démonstrations et tout ça, mais une fois qu'on a choisi notre partenaire pour l'implémentation, c'est important d'avoir toute l'information d'eux autres, de combien va coûter le projet, maintenance, intégration, tout ça, service conseil, tout ensemble, parce que c'est tous des coûts que sinon, on ne les voit pas venir. Il y a beaucoup de choses en plus des licences. Oui, effectivement. Puis, est-ce que l'âge de notre parc informatique, ou si on a des vieux ordinateurs, parce qu'on va parler principalement d'ordinateurs, on va mettre la mobilité de côté, là. Est-ce que ça a une influence sur nos choix? Ou comme la majorité des produits sont web-based, puis sont en info nuagique, dès qu'on a un explorer de ce monde sur nos machines, ça fonctionne bien? Oui, je dirais, il y a 2-3 ans, je n'aurais pas répondu à la question de la même façon, mais maintenant, on dirait que tout est dans l'info nuagique et ça fait que on ne parle plus de. Tu sais, avant, il fallait que je considère les prix de OK, mes serveurs, ils ont à peu près X nombre d'années. J'ai une mise à jour à estimer dans 2-3 ans de 50 000 de serveurs. Donc, je l'incluais dans le TCO, le Total Cost of Ownership du projet. Donc, le coût total, on ne calculait pas sur cette année, là, on le calculait sur 5 ans. Donc, on incluait l'upgrade des serveurs physiques ou des ordinateurs physiques. Je dirais de moins en moins. Ça joue beaucoup moins dans la décision. Fait que tu as beaucoup moins de. C'est parce qu'on ne peut pas dissocier le parc technologique des solutions, parce qu'on parle beaucoup des solutions.
mais on a moins besoin d'investir dans le parc parce que c'est hébergé ailleurs. Puis là, en même temps, j'amène des avantages un peu aussi sur le choix des nouvelles types de solutions, là, puis que ça devrait être considéré aussi dans le choix. Est-ce que c'est un peu la même chose pour les protections antivirus, anti-spyware, anti-wormware? J'ai juste des termes anglophones, là, mais tout ce qui s'appelle les cochonneries qu'on peut récolter à gauche et à droite sur le web? Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que je dirais le parc informatique, c'est plus dans la sécurité qu'on va avoir des enjeux, mais ça ne va pas venir influencer le choix de logiciel nécessairement. Donc, après ça, il y a la mise à jour du parc et être sûr que vous avez des bons firewalls, des pare-feux, les antivirus et tout ça. C'est important de garder ça à jour. Mais je dirais, c'est juste que ça ne viendrait pas nécessairement influencer d'autres décisions. C'est un peu deux choses à regarder en même temps. Gérer un OBNL, c'est à peu près une dizaine de logiciels différents, de la base de données à la billetterie, en passant par la finance, en passant par les feuilles de temps. Puis là, je ne suis même pas dans les logiciels plus spécialisés, notre site Internet, notre solution d'envoi de courriel. Là, comment on fait, puis qu'est-ce qui existe pour que tout ça, ça se parle? J'ai parlé un petit peu de connexion tantôt entre mon application de dépenses, là, ce qui parle de mon site Internet de Vidéotron. Donc, ça utilise la technologie API. En fait, API, c'est un acronyme, mais ça représente une porte, si on veut. Donc, les logiciels fournissent une porte que je peux accéder. Historiquement, on n'aurait pas fait ça, on aurait accédé à la base de données en arrière. Mais ça, ce n'est plus une bonne pratique parce que ça ouvre aussi la porte à des hackers. Donc, c'est vraiment, on ne fait plus ça des logiciels qu'on peut juste aller se plugger sur la base de données en arrière pour nos données. Donc, maintenant, les logiciels sont beaucoup plus sécurisés, fermés et ils ouvrent une petite porte. Après ça, le nombre de portes, ça va dépendre en fait de la maturité du logiciel. SAP, je pense qu'on demande leur nombre d'API. Ils vont nous donner une liste de 1400. Il y a 1400 API qui existent, 1400 portes. Si on veut les bons de commande, c'est un API. Si on veut les factures, c'est une autre API. Donc, en fait, dépendant de ce qu'on veut aller chercher comme données, on va utiliser les différentes API. Donc, ça, c'est ce qui permet les logiciels de parler ensemble. Puis, il peut y avoir des connecteurs qui sont déjà faits entre les logiciels qui travaillent très, très bien ensemble. Mais encore une fois, et ça évolue très rapidement, donc je ne peux pas me prononcer aujourd'hui sur la maturité de ça. Mais moi, je sais, par exemple, mon CRM, il a déjà des connecteurs sur mon site web que je peux downloader un e-book. Ça va venir renseigner la personne qui a downloadé l'e-book sur mon site web déjà directement dans mon CRM. Ça, c'est aussi des technologies d'intégration qui existent. Donc, c'est important de poser la question avant d'acheter le logiciel, c'est quoi les possibilités d'API qui existent, de connecteurs. Et il ne faut pas assumer que ça existe parce qu'il y a encore des logiciels, malheureusement, qui n'ont pas adopté cette technologie-là et qui on peut soit pas se brancher dessus ou c'est très, très complexe. J'ai vu des logiciels aussi récemment que 2019 que c'était encore une demande à l'informatique pour extraire des données. Donc ça, c'est pas une... On veut pouvoir sortir nos données, les manipuler et tout ça sans nécessairement avoir un coup de fil à passer. On veut que le lundi matin, si on fait nos mises à jour, qu'on n'ait pas un fichier Excel de 25 colonnes à sortir pour le réimporter ailleurs. D'ailleurs, j'entends la petite cloche, puis je trouve ça intéressant. Écoute, en conclusion, est-ce que moi, je recommande, je suis curieux de t'entendre souvent aux gens de se faire un dessin, là, de se mettre l'organisme au centre, là, puis de tout mettre les technologies qui ont besoin autour, puis après ça, de voir si... Puis de faire des petites lignes. Ça parle-tu avec ça, ou ça a besoin de se parler avec ça. C'est une façon rapide de voir les processus, là, tu vas me dire, mais dans certains cas, juste ça fait allumer sur le fait qu'il y a peut-être des éléments dans notre écosystème de logiciels là, qui ne parlent pas les uns aux autres, là, puis que ça va nous compliquer la vie aussi. Puis on n'y passe pas toujours. Oui, c'est ça. Nous, on appelle ça des diagrammes de contexte. Et en fait, je crois qu'on en parle. On a un e-book aussi qui est disponible sur Espace OBNL sur les 10 trucs et astuces pour aider avec la sélection de logiciels. Puis il y a aussi une formation qui s'en vient en septembre. Donc, c'est aussi des trucs durant la formation, on va définitivement parler de ça, des diagrammes de contexte.
ce que tu viens d'en parler, Stéphane. C'est une bonne pratique, puis c'est un outil pour l'interne, mais c'est aussi un outil pour nos fournisseurs. Expliquer, moi, ça fait partie des livrables que je vais toujours présenter aux fournisseurs pour expliquer voici ce que je voudrais avoir comme système. Donc, c'est définitivement un outil utile. Je te remercie, Rachel. Écoute, je pense que choisir des logiciels, ça va faire partie du quotidien de tout le monde. Ça l'était, ça va l'être encore plus parce qu'on va augmenter le nombre d'outils duquel on va se doter dans les prochaines années. Puis je pense que ça va être de plus en plus complexe comme choix à faire. Je te remercie. Je vous remercie à ceux qui écoutent. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis j'ai hâte de vous revoir en présentiel un jour. Bye bye. Merci beaucoup. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.